sur la thématique du changement d'échelle pour la chaîne de valeur, montée en compétences et anticipation, donc le fameux volet industriel dont on parlait tout à l'heure. Donc on ne parle pas industrie sans la direction générale des entreprises, avec Adrien Thirion, donc sous-directeur adjoint des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie. Bienvenue Adrien. On aura également une autre administration représentée avec Olivier Trétou, donc responsable de la mission de préparation des systèmes portuaires à l'accélération de l'éolien en mer. Bienvenue Olivier. Également à Bercy, Aurélie Picard, déléguée générale du comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques. On va continuer un petit peu plus à l'ouest, en Normandie, avec Frédéric Petit, qui n'est pas qu'en Normandie d'ailleurs, président de Siemens Gamesa France. Et enfin, j'appelle Delphine Lefrançois, déléguée générale de Normandie-Maritime, et qui va également s'exprimer au nom de l'Alliance France Offshore Renouvelable avec ces deux casquettes. Donc bienvenue à toutes et à tous. Alors je demande aux personnes dans la salle de s'asseoir s'ils le souhaitent. En tout cas, je les invite à le faire. Alors, 18 gigawatts 2035. Aujourd'hui, on en a 0,5 en service à peu près. On a 1,5 gigawatt en construction. On a 1 gigawatt qui sera amené à être en construction prochainement, donc ce sont la O2. Pour Dunkerque, on n'a pas encore d'autorisation, et a fortiori pour les projets sous appel d'offres, y compris attribués ou sous procédure, ça nous emmène à des perspectives à partir de 2030-2031. Donc on a une visibilité pour la chaîne de valeur, en tout cas pour ces premiers projets. 18 gigawatts, on va changer d'échelle très clairement. La France était souvent dans le peloton de tête en termes, en tout cas, de production électrique à base d'éolien en mer, mais pas au niveau industriel. On a un tiers des capacités de production d'éoliennes en mer au niveau de l'Europe qui sont situées en France, et la même chose pour les sous-stations électriques. Alors, Adrien Thirion, pour la DGE, peut-être est-ce que vous pouvez... Bon, en fait, je tutoie tout le monde, donc je vais dire tu, ce sera plus simple. Est-ce que tu peux nous faire un focus sur finalement ce qui intéresse le plus la DGE dans la chaîne de valeur de l'éolien en mer? Souvent, on dit la DGE, elle aime bien les usines, ce qui produit, et le reste, bon, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Pourtant, il y a de la valeur. On y reviendra avec Delphine sur les moyens nautiques, ou avec Aurélie aussi sur ce qui peut avoir de la valeur. Qu'est-ce qui intéresse le plus la DGE, et notamment dans une actualité où on devrait voter au Parlement de la loi Industrie verte dans les prochains jours, les prochaines semaines? Déjà, bonjour à tous, et puis merci encore à la FE ou à France Renouvelable. Du coup, il faut dire maintenant de... Il y a une période de transition, donc c'est accepté. Voilà. Ok, super. Donc de nous inviter pour échanger. Donc la DGE au sein du ministère de l'économie et de l'industrie. En gros, si je résume, notre objectif, c'est évidemment de faire le deuxième pilier du discours de Belfort du président de la République. Quand il a fait le discours de Belfort, il y avait deux piliers. Un pilier, c'est accélérer le développement des renouvelables. Le deuxième pilier, c'est s'assurer qu'on a un certain ratio de made in France, disons-le très clairement, sur ces énergies renouvelables. On marche sur deux piliers, un volet déploiement, un volet industriel. Et du coup, là, on a parlé assez abondamment de planification maritime. Nous, là, il nous semble, et j'y reviendrai plus tard, on aura besoin de parler de planification portuaire, et on aura besoin de parler de planification industrielle. Et donc, tu me poses très directement la question de ce qui nous intéresse le plus. Je dirais que dans l'offre de Made in France liée à l'éolien en mer, tout nous intéresse. Mais on veut avoir effectivement un contenu local, in fine, qui se concentre ou qui ne se concentre pas uniquement sur certains segments, mais qui vient aussi viser l'industrie lourde, tu l'évoquais. On a besoin d'usines de fabrication d'un certain nombre de composants en France pour faire de l'éolien en mer. On ne souhaite pas créer sur cette filière une dépendance. Et donc aujourd'hui, sur l'éolien en mer, les choses sont plutôt bien parties. C'est l'une des filières renouvelables sur lesquelles ça marche le mieux, et je salue Frédéric. On a un certain nombre d'usines en France qui fabriquent un certain nombre de composants, et on peut aller certainement encore plus loin dans deux directions. Sur le volume, on va changer d'échelle, tu l'as dit, et donc les usines actuelles ont peut-être vocation à grandir ou se multiplier.
Et puis en termes de diversité, on a aujourd'hui plutôt la fabrication et l'assemblage de grands composants pour synthétiser. L'idée est aussi de pouvoir aller remonter la chaîne sur des composants clés éventuellement et d'aller travailler sur, pourquoi pas, les constructions et services connexes. On y est évidemment favorable. L'ingénierie, la fabrication, la construction nautique de services liés à l'éolien en mer. Alors, au risque d'être long, mais tu m'interrogeais sur la loi Industrie verte. J'en dis peut-être un mot tout de suite. Dans la loi Industrie verte présentée par les ministres Le Maire et Lescure, on a, vous l'avez vu, un objet sur lequel je veux m'arrêter un instant, qui est le crédit d'impôt Industrie verte, le fameux C3IV. Donc, pour être très clair, c'est l'un de nos 3 axes pour répondre à ce deuxième pilier. On a 3 axes pour, il nous semble, réussir à avoir une industrie de l'éolien en mer en France, sinon ce serait juste purement incantatoire. 3 axes d'action. Le premier, c'est de soutenir l'offre. Et pour soutenir l'offre, il nous semble qu'un bon vecteur, c'est ce fameux crédit d'impôt. Bon, vous vous en doutez, c'est quelque part une réponse à l'IRA américain. Mais globalement, ça fait un moment que côté France, on appelle ce genre d'objet de nos voeux. Avant même l'IRA, on voyait bien que les dispositifs pour accompagner et soutenir la croissance industrielle sur ces technologies n'étaient, disons-le, pas à la hauteur. Et le crédit d'impôt Industrie verte, vous l'avez en tête, c'est un crédit d'impôt qui peut financer jusqu'à 25% des capex productifs de l'usine, dans la limite de 200 millions d'euros. Donc là, on commence à être plutôt à l'échelle. J'ai pas beaucoup d'usines qui saturent ce plafond, et donc on doit commencer à pouvoir parler. Voilà pour le crédit d'impôt. J'ajoute tout de suite qu'on est prêt aussi à accompagner les plus gros objets industriels, certainement, avec des aspects du type dérisquage de dette. Et donc pour ça, il y a des garanties publiques de l'État qui sont possibles sur une partie de la dette. Et donc ça, on est aussi prêt à y travailler avec certains projets. Puis peut-être que les 2 autres axes, tu me diras si je les développe maintenant ou si on y revient plus tard. En fait, c'est aussi connecté à... je voulais qu'on en dise un mot au niveau européen et saluer aussi, puisque le crédit d'impôt aussi se base sur cette base législative-là au niveau européen, le TCTF, entre autres. Saluer la position française dans tout ce qui est EU Industrial Green Deal et notamment aussi ce qu'on appelle le NZIA et le Raw Material Act, qui sont des instruments qui sont censés répondre à l'IRA américain et à aussi une forme de déséquilibre, on y reviendra avec Aurélie tout à l'heure, dans le commerce international, ou en tout cas dans une concurrence un peu biaisée, où la France finalement a été la leader au niveau des États membres pour la défense des intérêts de l'industrie européenne. Donc ça, je pense qu'on peut le saluer avec une position très forte côté DGE, mais aussi côté gouvernement évidemment, et de la ministre aussi qui a porté cette position-là. Aujourd'hui, quel regard porte l'administration française sur ces orientations-là, puisque les textes ne sont pas encore entérinés, même s'il y a une volonté forte qui a été impulsée, notamment sous présidence française? Effectivement, tu l'as dit, donc on a une batterie de textes au niveau européen qui vise à rendre les choses possibles. Comme vous le savez, le temps européen est un temps généralement assez long. Néanmoins, on y arrive. Et je pense que l'impulsion de la présidence française est là. Alors, un certain nombre de textes ne sont pas ficelés. Donc, le premier qui est ficelé, c'est le TCTF, donc le texte qui permet globalement à la France de mettre en œuvre le régime d'aide d'État et donc le crédit d'impôt dont je viens de vous parler, sur lequel on a été évidemment très moteur. Le deuxième texte qui est assez majeur, c'est le Net Zero Industry Act, donc le NETZIA. Ça, c'est un texte assez majeur parce que l'objectif de ce texte, c'est bien qu'on oriente, c'est un peu notre deuxième pilier, qu'on oriente la demande, et donc la demande des développeurs, avec qui on est tout à fait prêt à travailler là-dessus, vers l'offre la plus vertueuse d'un point de vue environnemental, d'un point de vue limitation de nos dépendances à des pays éventuellement hégémoniques en termes de technologie. Ça vaut encore plus sur d'autres technologies que sur l'éolien en mer, à l'évidence. Et puis, en termes notamment de cybersécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie, évidemment, on est libre d'ores et déjà de le faire version française, et évidemment, on y travaille et on est très preneur de toutes vos idées pour orienter la demande vers les offres les plus vertueuses sur ces plans-là. Et il nous paraît essentiel qu'au niveau européen, les autres États membres jouent le jeu. Le marché pour une usine d'éolien en mer, c'est un marché
profondément européen. Et cette orientation de la demande a du sens, enfin de l'offre, pardon, a du sens si elle peut jouer au niveau européen. Et donc, il faut vraiment que les autres États membres jouent le jeu. Et j'espère qu'on va y arriver dans le NZIA. Ouais. Merci beaucoup. Alors effectivement, sur les autres axes, en complément crédit d'impôt, si tu voulais les développer maintenant. Le deuxième axe, je viens de l'évoquer, c'était cette orientation de la demande qui nous paraît vraiment essentielle et donc on continuera d'y travailler. Et je pense le troisième axe qui est assez essentiel pour nous, c'est celui, et je le redis, hein, ça a déjà été évoqué très largement aujourd'hui, c'est celui de la visibilité. Et celui de la visibilité, vous allez me dire, l'État, vous avez les cartes en main. C'est vrai, c'est un débat à continuer de construire et cette visibilité, pour nous, ministère de l'Industrie, elle est assez claire. Il s'agira de pouvoir donner de la visibilité dans le temps avec des appels d'offres autant que possible, soit pluriannuels, soit multisites, avec des volumes conséquents, répondant aux ambitions de la France bien sûr, mais permettant aussi à une usine tout bêtement d'amortir ses coûts en ayant de la visibilité. Et peut-être un petit clin d'œil aux développeurs dans la salle et un appel très, très clair. Il me semble qu'il est de notre responsabilité collective qu'il puisse y avoir des contrats d'off-take pluriannuels signés entre les développeurs et les industriels aussi rapidement que possible. Et pourquoi c'est techniquement possible? Parce que vu la visibilité à l'échelle du marché européen qui sera donnée et qui est en train d'être donnée, il me semble que même sans savoir si on est lauréat ou pas de tel ou tel projet, on a bon espoir de pouvoir avoir un tel volume de marché et donc on peut sécuriser ce genre d'off-take avec un développeur. En tout cas, il me semble que c'est vraiment cette courroie de transmission pour que cette visibilité soit aussi au service des industriels qui nous paraît essentielle. Et peut-être pour finir sur le clin d'œil, simplement pour dire que le TCTF et donc le crédit d'impôt qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est un régime flash. C'est vraiment un régime pour booster l'investissement vert maintenant et la Commission européenne ne nous autorise que pour des investissements dont la prise de décision sera faite avant le 31 décembre 2025. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions d'investissement et c'est maintenant que les contrats d'off-take doivent être signés pour sécuriser ce genre de projet. Avec peut-être une petite précision sur l'ouverture du guichet qui doit encore être peut-être stabilisé avec la DGFiP, mais il me semble que... Alors non, c'est tout nouveau. Le guichet pour déposer des projets au crédit d'impôt industrie verte est ouvert depuis hier. Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques et vous pouvez déposer une demande d'agrément, bon ça c'est un peu fiscal, mais une demande d'agrément, enfin c'est un dépôt de dossier quoi, pour avoir droit à ce crédit d'impôt. Donc ça c'est déjà fait. Évidemment, je dois vous donner une petite réserve, deux petites réserves quand même. La première, c'est que le crédit d'impôt n'est pas concrètement voté aujourd'hui puisqu'il est porté par la loi de finances. Donc il faudra attendre la fin des débats parlementaires et du vote de la loi pour que des décisions, des réponses de l'administration puissent être données. Ceci dit, et je ne préempte pas les débats, il y a plutôt bon espoir que le crédit d'impôt passe. Et l'autre point, évidemment, c'est qu'on attend un retour et une validation formelle de la Commission européenne, mais là encore, on est bien dans les cadres de ce qu'elle nous a proposé comme dispositif, donc je suis confiant. Merci beaucoup. Et c'est effectivement dans la proposition initiale du PLF du gouvernement qui est en discussion à l'Assemblée. Je crois que nos amis armateurs sont aussi dans la salle et je les salue. On avait aussi sur ce scope des questions sur les moyens nautiques en France, la flotte française, qui pouvait aussi avoir un rôle à jouer au niveau européen. On parlait des 300 gigawatts d'offshore à 2050. Est-ce que, au niveau du scope moyen nautique, il y a aussi une volonté côté État d'accompagner un maximum la flotte française dans le déploiement? Parce que même si on sait que certains navires sont construits essentiellement en Asie, par exemple, en Corée du Sud ou ailleurs, on n'a pas forcément ces chantiers navals-là en Europe. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de donner un coup de pouce de ce point de vue-là? Ou alors est-ce qu'il s'agit d'autres dispositifs fiscaux type suramortissement vert ou autre? Pour être très clair là-dessus, j'ai beaucoup parlé d'industrie, mais le fait d'avoir d'une part une offre de services nautiques, de services du coup à l'éolien en mer française est évidemment clé, ne serait-ce que d'un point de vue résilience de nos parcs et capacité à produire quand on parle de la flotte plutôt de services pour l'entretien, etc. Pour la flotte d'installation aussi, évidemment, le fait d'avoir une réactivité possible, je pense que pour nos développeurs et les développeurs qui s'intéressent au marché français, c'est évidemment important d'avoir une offre disponible à proximité.
Et puis peut-être sur la fabrication navale, on est aussi, la construction nautique, pardon, on est tout à fait, construction navale, je vais y arriver, on est tout à fait là aussi à l'écoute des besoins des uns ou des autres sur ce sujet pour éventuellement des modernisations de chantiers navals, etc., pour vous accompagner. Ça ne rentre pas directement dans le crédit d'impôt. Et donc il n'y aura pas d'accompagnement immédiat par ce biais-là. Par contre, on est tout à fait à l'écoute pour voir les voies et moyens d'accompagner un renforcement de l'offre industrielle sur le sujet aussi. Merci beaucoup, Adrien. Donc, puisqu'on a parlé des chantiers navals, ça y est, Olivier, on a les pieds dans l'eau. Et donc, on est dans ou à proximité des ports. Donc, Olivier, tu as une nouvelle mission depuis notamment, alors je ne sais plus si c'est le 31 août, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Tu étais président du directoire du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Et maintenant, tu travailles pour le compte de la direction des ports à la DGITM. Alors, mission de préparation des systèmes portuaires à l'accélération de l'éolien offshore. Donc, ça y est, tout est dit. Tout est dit, ouais. L'administration se met en ordre de bataille pour finalement mettre au point cette stratégie portuaire. Alors, sur quelle base d'abord, sur quelle base de discussion on entame ces débats entre les ports qui, naturellement, on peut le dire, sont plus enclins à la compétition sur certaines activités que sur la coordination ou la collaboration entre eux. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais tu as une grande expérience portuaire. Oui, non. Déjà, les annonces qui sont faites, les confirmations qu'on a eues toute la journée sur 10 gigawatts, qui devraient être d'abord les extensions, plus 10 gigawatts pour atteindre un 18 gigawatts en état de production en 2035, ça change un peu tout pour les ports qui pour l'instant ont fonctionné avec des années sans. Et donc, construire des systèmes industriels, portuaires, modèles économiques, etc., était quasiment impossible. Là, le fait d'avoir de la visibilité aussi pour les ports, qui sont quand même un peu essentiels dans tout ça, c'est l'interface terre-mer, c'est là que ça se passe aussi. Alors déjà, un mot sur la stratégie, en gros, nationale portuaire. On parle dans les ports déjà depuis un bon moment de décarbonation. C'est des lieux qui accueillent des industries de production. Et dans le virage que veut prendre notre pays pour décarboner dans beaucoup de domaines, c'est des espaces particulièrement intéressants parce qu'il y a des réseaux qui y sont connectés et du foncier qui peut être mobilisé. On voit les annonces qui sont faites sur les gigafactoriques de batteries, etc. Donc il y a ceci qui nous occupe déjà dans les ports. Le deuxième sujet, c'est on est tous plus ou moins engagés dans des démarches de zones bas carbone pour collectivement, avec les collectivités territoriales et tous les collectifs d'industriels, pour travailler sur l'évolution des process industriels, l'évolution de toutes ces émissions, enfin de tous les procédés qui conduisent à des émissions de CO2 aujourd'hui qu'il faut absolument réduire. Je reviens à l'éolien offshore. Avec les chiffres qu'on a, on pense, il faut faire des hypothèses. On pense que dans un premier temps, on va continuer sur la lancée de l'éolien posé, mais assez vite, l'éolien flottant va prendre le pas, peut-être va devenir dominant dans le futur. Il y a d'autres pays qui le font. En Californie, ils ne se posent pas la question, ils vont directement sur le flottant. Enfin, vous voyez, donc les sujets technologiques qui sont posés aujourd'hui devraient pouvoir trouver des solutions par la R&D internationale. Donc, puisqu'il faut dimensionner quelque chose pour demain et après-demain, dimensionnons nos ports, nos systèmes portuaires pour du flottant. Jusqu'à quelle hauteur? Là, il faut dire des choses. Donc, mettons 2 gigawatts par an de flottant. C'est par exemple les bases sur lesquelles on essaye de faire l'exercice. Après, ça se traduit par façade. Méditerranée, les choses ne se présentent pas de la même manière que Atlantique. Et dans la Manche, c'est encore autre chose. Donc finalement, il y a aussi une autre dimension à prendre en compte, c'est le jeu d'acteurs. Les ports, bien sûr, avec leurs ressources, leurs capacités, leur gouvernance, leur potentiel, l'espace disponible, la concurrence entre activités, parce que les ports restent avant tout, ces ports-là, en tout cas des ports de commerce, il faut toujours pouvoir accueillir les flux entrant, sortant, etc. Les développeurs
ont des horizons de temps différents dans leur intervention. On cherche à faire quand on déploie un champ éolien, c'est un sprint. On essaye de le faire sur une période très courte en fonction des paramètres. La production des flotteurs, c'est une course longue distance sur le flottant. Hein. C'est un marathon, enfin, c'est de longue haleine avec des choix technologiques qui peuvent évoluer. Et puis, il y a toutes les industries qui produisent des composants plus ou moins maniables. Il y a ceux qui sont encore maniables avec les moyens classiques portuaires et puis ceux qui ne le sont plus, pour lesquels les infrastructures portuaires elles-mêmes vont devoir être aménagées. C'est ce jeu-là qu'il faut faire apparaître, enfin, sur lequel il faut réussir à trouver une voie de réponse portuaire. Aujourd'hui, on dit pour les moyens nautiques, tu les as mentionnés, ou pour les ports, qu'il y a un risque d'embouteillage, de bottleneck. Bon, l'ambition qu'on a, et on travaille avec la DGE, la DGEC et donc la DGITM, c'est de trouver, de proposer en gros une voie, une feuille de route, on va dire, pour que ces sujets portuaires deviennent des atouts, alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu des risques ou des sujets de préoccupation. Donc ça, c'est l'objectif final. Et donc ça passe aussi finalement par réussir à couvrir d'une certaine manière les besoins de services portuaires, de capacités portuaires, en évitant les doublons et en évitant aussi les trous dans la raquette. Les appels à manifestation d'intérêt qui ont été réalisés l'année dernière, tous les ports ont levé le doigt en disant oui, je m'intéresse au sujet, etc. Donc il y a des études qui sont en cours, il y a aussi des études qui sont en cours du côté des industriels pour fabriquer ces composants nouveaux. À un moment donné, il faut coordonner tout ça, faire de la synthèse et mettre de la cohérence. Et donc, les sujets, encore une fois, je le redis en un mot, ne se présentent pas de la même manière en Méditerranée qu'en Atlantique. Les jeux sont assez ouverts d'une manière générale. Et un des enjeux pour cette thématique particulière, je crois, c'est aussi que, comme le local content, c'est aussi la richesse, enfin, la création de valeur qu'on va avoir dans nos ports. Ce n'est pas que la taxe éolienne qui est distribuée d'une certaine manière, c'est avant tout les emplois, les industries, les créations de valeur dans les espaces portuaires, dans les communautés portuaires. Ce n'est pas que le périmètre administratif du port, c'est tout l'environnement. C'est un port comme Nantes-Saint-Nazaire, c'est 3 ou 4 000 emplois directs et 30 000 emplois liés à l'activité portuaire. Donc on est vraiment sur des bassins d'emploi autour des ports. C'est là, je pense, qu'il faut vraiment qu'on mette le paquet. Et vous voyez, quand on regarde, on dézoome un petit peu et on regarde ce qui se passe chez nos voisins, en Espagne, en Irlande, en Grande-Bretagne ou dans la mer du Nord, ou en Méditerranée, chacun a sa thématique, chacun a son approche. On voit des ambitions qui sont affichées en permanence. Je pense qu'on a, nous, enfin je le dis avec un peu de patriotisme pour la souveraineté, on a intérêt, nous, à avoir notre propre réponse portuaire. À défaut, il y a des opportunités qui pourraient être saisies par d'autres. Donc voilà, et je pense que ce que je voudrais dire aussi, c'est tout ça, c'est finalement, c'est pas rocket science. On va pas envoyer c'est du pragmatisme avant tout. C'est vraiment du pragmatisme. Donc l'idée de ce travail qui est en cours, là, cette mission, etc., c'est vraiment d'être à l'écoute des problèmes, des sujets, aussi des solutions, des hypothèses, et trouver finalement la voie qui permettra d'accompagner cette politique de déploiement d'éolien offshore, de l'accompagner d'une manière en supportif, vraiment pour l'aider et non pas être un frein, un problème à traiter. Au niveau des obstacles qui restent à franchir, quelle nature sont-ils? Et finalement, est-ce qu'on perçoit déjà des leviers pour les surmonter? Il y a un sujet qui a été évoqué dans la table ronde précédente, c'est les sujets de standardisation. Plus on décidera de standardiser tel ou tel aspect du sujet technique, plus facile, mieux on pourra industrialiser les process. Aujourd'hui, je sens critique aucune, etc., mais moi, ce que je peux constater un peu d'expérience, c'est pas péjoratif, mais on a fait un peu d'artisanat. On a fait un projet, puis des projets relatifs. Où il y a tous les démonstrateurs, mais au-delà de ça, en champs commerciaux, un premier, puis un deuxième. Dans certains ports, dans certains environnements,
ils en sont à 4 ou 5 000 turbines. Enfin, les sujets sont complètement industrialisés. Nous, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et donc, il faut à un moment donné figer les choses. C'est-à-dire, il y a des designs. Quand vous êtes vous devez proposer des caractéristiques d'infrastructure. Vous ne pouvez pas les modifier tous les jours, quoi. Vous voyez, les questions qui se posent aujourd'hui à Port-la-Nouvelle et à Brest, typiquement, c'est le design a été en gros figé il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que ce design correspond aux besoins de demain? Oui, non. Bon, on peut toujours revenir et renforcer les choses, mais à un moment donné, quand on change d'échelle, puisque c'est le thème de notre... voilà, quand on change d'échelle, il va falloir stabiliser, en tout cas, stabiliser ces paramètres techniques, d'une certaine manière. Et peut-être dernier point sur les relations, le relationnel entre les ports, les industriels, les développeurs. Bon, il y a la standardisation. Finalement, vers quelle relation on devrait converger tous ensemble pour essayer justement de atterrir finalement sur un dimensionnement optimal des infrastructures, sans doute surdimensionné par rapport à l'instant T, pas surdimensionné au moment où, comme on disait tout à l'heure, il y aura des turbines de 15, 16, 18, 20, voire plus mégawatts. Oui, la question de la taille de la turbine est une question parmi d'autres. On peut aussi avoir des turbines plus puissantes, mais finalement des flotteurs qui peuvent être restés maniables. Voilà. Donc l'innovation, la créativité sera toujours présente. Un des sujets pour nous, c'est un port ne peut pas tout faire. Il faut que les ports travaillent ensemble, qui s'associent, qui soient complémentaires, qui décident de jouer le jeu. Et ça, c'est un peu contre nature parfois. Enfin, la culture portuaire, c'est pas ça. La culture portuaire, c'est chacun pour soi et on essaye de capter les flux commerciaux sur les territoires. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer. C'est de la coordination avec l'idée qu'on va trouver un modèle économique d'ensemble pour ces ports qui soit win-win, qui n'y ait pas de perdants, qui n'y ait que des gagnants, enfin si possible. Et encore une fois, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, ou le moins possible. Et puis les doublons eux-mêmes, si vous voulez, le problème des doublons ou des surcapacités, ça peut nous amener sur des situations tout aussi difficiles dans certaines zones. Donc voilà, il faut inventer, enfin, c'est vraiment de l'échange, c'est vraiment inventer une espèce de nouvelle association par façade. Moi, je pense que c'est vraiment par façade que ça se passe. La voie maintenant est ouverte puisque d'ici quelques mois, on va avoir des choses assez claires, un programme assez clair, spatialisé, qui permettra ensuite de faire les fameux calculs de combien de quais, combien de hectares, combien de portants, enfin c'est quoi la caractéristique technique, et les services portuaires associés, parce que ce n'est pas qu'une infrastructure, c'est aussi toute une série d'activités, certaines portées par les développeurs, d'autres par toute une série d'industriels complémentaires les uns des autres, voire la communauté portuaire elle-même apportera une partie de la réponse. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on l'ignore parfois, le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique est co-signataire du pacte éolien en mer. Donc, on est les deux seuls témoins d'ailleurs de la signature ici, Aurélie, puisqu'on y était tous les deux à Port-la-Nouvelle avec le CERF et la ministre et Sylvie Géano qui est présidente du CSF. Finalement, aujourd'hui, quelles sont les conditions préalables au changement d'échelle du point de vue du CSF, et peut-être nous dire aussi 2 mots sur les travaux du CSF parce qu'ils ont pas mal évolué depuis maintenant quelques années. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous. Oui, peut-être pour resituer le propos, quelques mots sur le CSF. Donc le CSF, c'est une dynamique lancée par l'État qui réunit les industriels et les différentes parties prenantes pour développer l'industrie de la transition énergétique. C'est-à-dire au regard des investissements qu'on fait collectivement sur la transition énergétique, comment on renforce notre industrie européenne. Et donc, le contexte a beaucoup changé. Il y a quelques années, c'était tout juste politiquement correct de poser cette question, en fait. Et aujourd'hui, c'est devenu, je pense, avec le Covid et puis avec l'électrochoc de l'IRA, une question bien partagée et sur laquelle, comme tu l'as dit, la France pousse particulièrement au niveau bruxellois. Donc, on a des enjeux essentiels pour développer l'industrie de la transition énergétique, et en particulier l'éolien. C'est d'abord la question de la visibilité sur le marché et de la stabilité de la demande. Et là-dessus, on peut saluer concrètement
les évolutions, le lancement du débat public, qui va permettre de pouvoir à la fois allouer les zones, avoir plus de visibilité sur le volume. Il y aurait juste un point d'alerte, c'est vraiment d'éviter le stop and go. L'outil industriel a besoin d'appels d'offres de plus en plus massifs, d'une plus grande profondeur, d'une profondeur toujours plus importante, qui permet de gagner, d'investir dans l'outil industriel et donc de faire des économies qui profitent à tous. C'est le premier point. Le deuxième point, et c'est celui-là qui est souvent politiquement incorrect, qui jusqu'à présent n'était pas totalement politiquement correct, mais qui le devient, c'est l'équilibre des relations de commerce international. Les Américains ont mis 400 à 700 milliards d'euros, selon si on compte l'électronique, les matériaux critiques, au-delà de la transition énergétique, pour développer l'industrie de la transition énergétique aux États-Unis, uniquement en ciblant sur les technologies qui seront produites aux États-Unis. Et dans l'éolien, on voit, comme on l'a vu sur d'autres secteurs, s'accroître la pression asiatique sur les prix. Et donc là, sur ce sujet, il y a eu un vrai changement. C'est un sujet sur lequel on travaille. Et justement, le pacte était un des éléments importants pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. Il y a une vraie nécessité de poursuivre l'action qui est engagée aujourd'hui. Et je salue vraiment le travail d'Adrien Thirion sur le sujet, la DGE, qui fait beaucoup. On a des actions qui sont engagées. On a un indicateur de contenu local qui est aujourd'hui éprouvé aussi bien sur les garanties export. Et sachez-le, si vous êtes un équipementier français, tout développeur étranger qui installe votre produit peut bénéficier de la garantie de l'État français parce que vous produisez en France. C'est également sur l'éolien terrestre un indicateur qui est à l'œuvre depuis un certain temps et c'est un indicateur sur lequel on a travaillé pour que dans le pacte éolien, vous savez qu'on a demandé l'accord entre l'État et la filière, c'était de la visibilité contre un engagement essayer de tracter l'industrie européenne. Le changement en fait de contexte, le passage aujourd'hui, le partage de cet enjeu, je pense, ne doit pas occulter qu'on doit regarder le problème en face et qu'il reste encore des difficultés majeures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas encore totalement tranché entre est-ce qu'on veut le prix le plus bas, c'est-à-dire 50 € du mégawattheure avec 80% de contenu asiatique potentiellement pour atteindre ce prix, ou est-ce qu'on est prêt à payer, alors je donne des chiffres qu'on pourrait débattre, c'est pour illustrer le propos, ça n'engage personne, 60 € du mégawattheure, mais avec 80% de contenu local européen. Et ça, cette question-là, on est dans un vrai changement. On sent que qu'il y a un vrai travail, un vrai questionnement. On a vu et je pense que ça peut interpeller, sur l'automobile, qu'il y a une procédure d'antidumping qui a été lancée, qu'il y a un éco-bonus qui prend les conditions environnementales, qui pousse à une prise en compte, en tout cas, de la filière d'approvisionnement. Et on voit au niveau européen le crédit d'impôt, le Net Zero Industry Act, qui montre un changement de paradigme. Le changement, on va avoir un nouveau Parlement européen, une nouvelle commission en 2024. Tout ne sera pas résolu ici, mais je pense que ce sera un sujet qui sera vraiment au cœur des débats et qui est essentiel et sur lequel on ne peut pas avoir des réponses rapides. C'est un sujet complexe. L'Europe vraiment a un rôle essentiel à jouer et la France pousse fortement au niveau européen. Et le président de la République à Dunkerque, autour des Gigafactories, a vraiment posé les concepts, les principes de l'action de la France sur le sujet, c'est-à-dire cibler les subventions comme ça se fait ailleurs, surtout vers des gens qui produisent localement, et puis appliquer les mêmes contraintes aux produits qui sont importés qu'à ceux qui sont produits localement. Donc on a devant nous, je pense, encore des enjeux, un chantier extrêmement stratégique qui nécessite de regarder le problème en face. Il n'y a pas de solution simple. Et il y a vraiment à se poser cette question, que veut-on en premier? Mais espérer avoir un contenu local majoritairement européen sans regarder la question en gardant le prix comme unique critère, en tout cas, amène de fait à une vraie complexité. Bien que, à droit constant, et vraiment c'est le travail qui est opéré aujourd'hui, la France fait le maximum à droit constant, dans le cadre de la commande publique ou des différents éléments, d'essayer de pousser et d'utiliser ce que le droit permet. Mais si on veut quelque chose de structurel, on sent bien qu'au niveau européen, il y a des changements qui sont nécessaires.
Merci beaucoup Aurélie pour la remise en perspective. Peut-être 2 mots aussi sur, mais c'est lié aussi au texte européen discuté, sur l'approvisionnement stratégique, alors qui ne concerne pas que les ENR, évidemment, qui concerne toutes les filières industrielles. Quelles initiatives un peu françaises? Il y a le fameux rapport Varin dont tout le monde parle et que personne n'a lu, évidemment, alors en dehors de Bercy, je voulais dire, parce qu'il n'est pas forcément rendu public, mais finalement, comment on se prépare aussi à la sécurisation de ces approvisionnements pour l'Europe en tout cas? Tout à fait. Non, on l'a lu parce qu'on a participé à son écriture. Donc voilà, pour justement l'industrie de la transition énergétique et la batterie et les questions d'aimant permanent pour l'éolien étaient les principales préoccupations, en tout cas sur lesquelles on a focalisé pour identifier les enjeux de notre travail. L'approvisionnement est un sujet vraiment important. La Commission, on voit bien que ce soit aux États-Unis ou au niveau européen, il y a bien la prise en compte de cette question de l'amont de la chaîne pour être capable de développer, de continuer à développer notre industrie. C'est un des axes qu'on va vraiment renforcer dans notre prochain contrat stratégique de filière. Je pense on va le prendre dans une acceptation très large. Ces questions d'approvisionnement stratégique, c'est naturellement tout ce qui est minerais, métaux. C'est également la question de l'eau. Alors, la question de, pour produire, comment l'industrie de demain, et notamment les gigafactories, vont être peu consommatrices d'eau, résilientes. Et puis, c'est également la question de l'électronique, et ça, on le travaille avec notre homologue de l'électronique. Donc, c'est vraiment une problématique qu'il faut prendre de manière largement, parce qu'il suffit qu'il manque un composant, et tout s'effondre. Et ayant travaillé dans l'industrie électronique, je suis assez sensibilisée au sujet. Et puis également dans cette question, approvisionnement, je ne voudrais pas que ça choque, mais dans cette question en tout cas de ressources nécessaires, il y a naturellement les ressources humaines qui sont extrêmement importantes. Et je sais que vous y êtes très sensibles et on y travaille ensemble. Et à la demande du ministre de la Transition énergétique et du ministre de l'Industrie, on va lancer début janvier un label sur les métiers de la transition énergétique. Qui sera donc, qui va permettre pour les jeunes et les moins jeunes qui cherchent à s'orienter, à bien mettre en avant nos métiers. Parce qu'en fait, quand on dit industrie verte, on voit un peu du rocket science, quand même, dans l'inconscient collectif. Et il est important qu'on fasse bien connaître l'ensemble des métiers de la transition énergétique, les métiers de la mer, les métiers d'électrotechnique, les métiers de compresseurs, de soudure, d'échangeurs. Quand même, la transition énergétique, se repose sur les métiers traditionnels et les nouveaux métiers qu'il nous faut faire connaître. Et donc, c'est un effort important sur lequel on travaille tous ensemble et merci de votre implication. Merci beaucoup Aurélie. Donc, industriel, on s'oriente un peu plus vers le voisin de gauche. Donc, Frédéric Petit, pour ce qui concerne Siemens Gamesa, effectivement, on disait avec Yara tout à l'heure, on s'est vu il y a 1 an. Et puis l'année d'avant, et on ne parle pas exactement des mêmes choses, et surtout on voit des choses changer. C'est-à-dire que là, au Havre, ça y est, c'est à plein régime. Ça produit pour Saint-Brieuc, pour Fécamp, puis les futurs parcs qui arriveront juste ensuite. Est-ce qu'on peut refaire un petit point d'abord sur la situation sur le hub industriel havrais, et puis après peut-être en réaction sur ce qui a été dit précédemment, notamment sur les ports, sur crédit d'impôt, sur l'accompagnement par l'État et par l'Union européenne. Oui, merci Mathieu. Donc effectivement pour Siemens Gamesa, pour partie aussi à mes heures perdues, donc vice-président de la commission offshore de France Renouvelable, dans cet ordre-là. D'habitude c'est l'inverse. Mais donc un point sur l'usine du Havre. Donc l'usine du Havre est rentrée en production en mars 2022. Donc, avec aujourd'hui plus de 1100 emplois mobilisés. Elle n'est pas encore à plein régime, puisqu'en fin de compte, on a encore 150 recrutements en cours. Et donc, on ne peut qu'encourager, en tous les cas, relayer cette information pour qu'on puisse trouver ces équipes. Et c'est plutôt des métiers qui tournent autour de la production des pales et l'assemblage des nacelles. Donc c'est des métiers où on forme nos équipes et là-dessus on avait mis avec Pôle emploi donc un partenariat en place pour identifier, puisque c'est des compétences de manuel, de dextérité, de travail en équipe, de travail également en 3-8, voire le week-end. Donc on a des
donc des équipes avec Pôle emploi pour identifier. Et donc, on a trouvé dans le bassin havrais donc la grande majorité des employés. C'est également une activité où finalement on a plus de 10% de nos salariés qui étaient des personnes éloignées de l'emploi, donc à qui on a donné finalement une deuxième chance de retrouver une activité industrielle. Et donc c'est aussi une fierté voilà, d'avoir au niveau du bassin d'emploi avoir pu avoir cette approche. On a eu également un complément donc là avec l'UMM, puisqu'en fin de compte comme on est sur le colloque éolien, on sait tous que les métiers de technicien d'éolien est un métier déjà en tension. Donc on voyait un risque de rajouter de la tension à la tension avec l'arrivée de l'éolien en mer. Donc pour ça, on a mis un programme pour attirer finalement des personnes qui n'auraient pas pensé être techniciens de maintenance éolien, d'ailleurs terrestre ou en mer, avec l'UMM, avec un programme de remise à niveau. Donc on a fait ça en Normandie avec le lycée de Fécamp, on fait ça également dans les Côtes d'Armor. Donc on a étendu même ça maintenant dans le Grand Est. Donc c'est 36 personnes qui bénéficient maintenant chaque année de ce programme et qui permet en fin de compte de ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, puisque ça ne ferait pas de sens. Voilà, donc c'est un programme qui continue à croître. Donc aujourd'hui on a 3 projets qui sont en phase d'installation. Donc tu as cité Saint-Brieuc et Fécamp, donc où les éoliennes sont en cours d'installation. Alors, même si les éoliennes n'ont pas été produites dans l'usine du Havre, il y a un autre projet qui nous tient à cœur, c'est le projet de Provence Grand Large. Donc, puisqu'on a 3 éoliennes qui sont maintenant installées sur les flotteurs, dont 2 sont déjà en position finale en mer, à 17 km à peu près au large de Fos. Et puis la dernière, peut-être bientôt, peut-être que c'était aujourd'hui, ou enfin voilà, ça va dépendre des conditions de mer. Faut toujours être vigilant. Et puis 3 projets à venir. Donc Courseul, et puis le projet Dieu-Noirmoutier qu'on installera en 2025, et puis en 2026, le projet du Tréport. Donc effectivement, ça c'est on va dire la mise en œuvre maintenant des plans industriels qui avaient été pris par les lauréats d'appel d'offres précédemment, alors avec des règles un peu différentes d'ailleurs à l'époque. En termes de règles, Frédéric, on a parlé de la course vers le bas avec les critères d'appel d'offres, d'une certaine naïveté aussi au niveau européen. Aujourd'hui, un peu, quelle est la vision de Siemens Gamesa par rapport justement à ces débats européens et à cette projection dans la mise en œuvre de la stratégie offshore de l'Union, qui est quand même les 300 gigawatts en service à 2050? Elle est multiple. Alors, il y a un volet très français. En fin de compte, qui est un sujet qu'on ne peut pas non plus occulter. Après le projet du Tréport, qui sera installé, comme je l'ai dit, en 2026, pendant 5 ans, il n'y aura aucun projet installé en France avant la Manche. Alors, il y en aura un, il y aura Dunkerque. Mais pendant 5 ans, en fin de compte, il va y avoir une traversée du désert qui va nous concerner, qui concernera toute la filière. Donc c'est quand même un sujet de préoccupation. En tous les cas, il faut répondre à cette traversée et aider la filière à passer en fin de compte ce cap. Heureusement, donc, il y a ce crédit d'impôt qui peut aider en tous les cas à garder une filière compétitive, parce que s'il n'y a pas de marché en France, ça veut dire qu'il faudra faire de l'export. S'il y a de l'export, il faut que les produits made in France ils soient compétitifs. Et là, je ne parle pas de compétitivité par rapport à la Chine, mais de compétitivité au sein de l'Europe. Donc c'est important d'avoir ce niveau de compétitivité. Et puis, si on regarde les perspectives, donc il y a l'accord d'Ostende, donc signé au mois d'avril de cette année par 9 États, qui annonce, on en a parlé un petit peu avant, 120 gigawatts en 2030, 300 gigawatts en 2050. Si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre sur le Round 5, si on regarde ce qui se passe en Allemagne avec les négatifs bids qui font qu'il n'y aura probablement aucun projet, donc il y a forcément là une situation où ces objectifs européens sont à risque. Et si c'est à risque, ça veut dire s'il y a moins de projets, s'il n'y a pas ces objectifs, il y a aussi des adaptations à avoir sur un plan industriel. Donc c'est important de donner de la visibilité, mais la tenue du calendrier pour un industriel, c'est aussi important que l'objectif en volume. Voilà, donc il faut bien considérer les 2 composantes. Dans le même temps,
les annonces de la ministre, il y a eu un petit avant-goût vendredi, mais dans ces 10 gigawatts, et de vraiment s'inscrire dans la trajectoire du pacte éolien en mer, à savoir 18 gigawatts en 2035, ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance aussi parce que on sent bien qu'au niveau du gestionnaire de réseau, il a le même objectif, et donc c'est également un maillon essentiel pour tenir cet objectif de 18 gigawatts raccordés en 2035. Il y a Olivier Tretoum qui va évidemment œuvrer pour les ports, pour que les ports soient aussi au rendez-vous, et pour aller dans son sens, je dirais, nous, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un besoin finalement, au niveau de l'effort portuaire, qu'il y ait une spécialisation, hein, que chaque sport vienne se spécialiser et de ne pas disperser, saupoudrer les efforts dans de multiples ports. Je dirais, par exemple, ce n'est pas un projet, un port d'installation. Si on regarde ce qui s'est fait en termes d'investissement, aussi bien au Havre, ce qui s'est fait à Brest, ce qui s'est fait à Nantes-Saint-Nazaire et Port-la-Nouvelle et d'autres ports, en fin de compte, c'est important maintenant de pouvoir bien mutualiser et utiliser et spécialiser les ports là où ils ont déjà fait des investissements. Et puis évidemment, il y aura des investissements complémentaires pour cet objectif de 18 gigawatts en 2035. Merci Frédéric. Peut-être avant de passer la parole à Delphine, 2 mots sur tout ce qui est initiative, journée fournisseur, intégration de la chaîne de valeur française. Qu'est-ce qui a été fait au niveau du groupe Siemens Gamesa, et je pense qu'il y a des exemples concrets aussi dans des commandes qui ont pu être passées ou vont être passées à des sous-traitants français, y compris parfois en faisant, on va dire, un effort par rapport aux objectifs cibles prix, parce qu'effectivement, vouloir faire du Made in France, quand les critères d'appel d'offres, c'est le prix le moins cher, vu la compétitivité ou la concurrence biaisée avec l'Asie, c'est pas forcément évident. Donc peut-être revenir un petit peu là-dessus avant que Delphine puisse prendre la parole pour Normandie Maritime. Ouais. Alors, peut-être avant d'aller là-dessus, quand même un petit volet sur les règles d'appel d'offres, où aujourd'hui, finalement, le seul critère est le prix. Finalement, ça a été le cas sur l'appel d'offres Manche 4, avec un prix très compétitif, mais tous les critères qualitatifs, finalement, ne sont pas opérants, puisque tous les candidats ont eu tous les points. Donc on sait que la France y travaille, on sait que c'est plutôt une question européenne, où il faut réussir à faire évoluer les mentalités pour prendre en compte et de se dire, le critère prix, ça a été une très bonne initiative quand on avait un éolien en mer à plus de 200 € du mégawattheure. Maintenant qu'on est plutôt sur des prix partout en Europe à 50 €, voire en dessous, est-ce que continuer à baisser, ça doit être le seul objectif? La réponse est non. Si on fait ça, on sait le risque de la filière éolienne, c'est de se retrouver dans un scénario à la photovoltaïque, donc à savoir toute l'industrie éolienne européenne qui disparaisse pour une concurrence asiatique et chinoise qui sera moins chère. Donc ça, je pense qu'il y a une exigence à avoir par rapport à la politique européenne pour que cet enjeu soit pris en compte et que l'Europe donne une réponse appropriée pour dire non, oui c'est compétitif, mais en même temps préserver une filière européenne forte, c'est aussi essentiel, surtout que maintenant cette compétitivité est là. Donc voilà, donc on sait que la France œuvre beaucoup, elle n'est pas seule, mais c'est important que ce message soit passé par rapport à l'Europe pour que les règles puissent évoluer. Donc après, sur les enjeux de sélection et d'identification, donc c'est quelque chose qu'on fait de manière permanente. Qu'on a, il y a quelques années, on avait une personne au niveau de supply chain pour identifier des partenaires français. Aujourd'hui, on a 5 acheteurs localisés en France, donc qui travaillent sur ces sujets-là, donc qui participent. Donc on est toujours à l'écoute finalement de fournisseurs, alors qui évidemment répondent à nos attentes en termes de qualité. Il y aura forcément un niveau de compétitivité qui sera attendu, mais un point aussi qu'on met souvent en avant, c'est une capacité à produire en série, puisqu'en général, enfin, nous ne sommes pas sur un référencement spot sur un projet, mais plutôt sur des personnes qu'on va référencer, qui auront accès à tout notre portefeuille de projets en Europe et dans le monde. Surtout qu'on est passé du début des années 2000 où c'était quelques éoliennes par an qu'on installait. Aujourd'hui, on est sur un rythme où on installe plus de 300 éoliennes tous les ans. Donc on a vraiment industrialisé le processus
d'installation et de sélection des fournisseurs pour l'éolien en mer. Merci beaucoup Frédéric. Alors, je rassure tout le monde, l'apéritif, c'est jamais avant 17h30, donc ne partez pas avant, ça sert à rien. Surtout que l'intervention de Delphine est extrêmement intéressante, puisque quand on a préparé l'intervention, Delphine, tu m'avais dit, moi je veux parler des savoir-faire et l'innovation au niveau européen. La course au gigantisme, dont on parle effectivement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que c'est 18, 20, 24 mégawatts, comment on fait les pièces pour ces éoliennes-là en France, parce qu'il y a des savoir-faire aussi qui ont pu disparaître. Et effectivement, je pense qu'il y aura une expression de ta part sur au-delà de la mobilisation des PME, sur tout ce qui concerne la course vers le bas. Donc c'est ce que Frédéric vient de dire, avec des critères qui aujourd'hui encouragent tous les candidats à proposer le prix le moins élevé. Merci Mathieu. Oui, donc juste peut-être un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, je suis Delphine Lefrançois, donc je suis la déléguée générale de Normandie-Maritime, mais je voulais intervenir au nom de France Offshore Renouvelable, qui est en fait un regroupement de clusters et de groupements d'entreprises de différentes régions en France, donc la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, le Sud et l'Occitanie, donc et tous les 6. On travaille depuis plusieurs années en concertation et ensemble pour faire évoluer les choses et notamment et particulièrement pour faire connaître les savoir-faire que nous avons en France, nos entreprises, et de contribuer à travers les travaux que nous menons à la construction d'une filière industrielle française. Donc, dans ce cadre-là, je rappelle juste qu'on avait, dès 2021, rencontré l'ensemble des candidats aux AO4 à l'époque, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à AO8, où tous les candidats nous accompagnent et ont signé cette charte d'engagement dans laquelle on définit un certain nombre de points sur lesquels on souhaite voir progressivement les choses s'améliorer. Des choses ont évolué. Les choses ont évolué et d'ailleurs Frédéric, quand on organise au niveau de Normandie-Maritime et mes copains des pays, des régions limitrophes aussi, Siemens Gamesa est là aussi pour présenter vos besoins systématiquement auprès de nos entreprises. On aimerait que les choses aillent un petit peu plus vite et notamment un petit pas de côté dans le cadre de la charte des rangs 1. On aura l'occasion, j'espère, de reprendre les travaux tous ensemble pour continuer à travailler sur ce sujet. Mais en tout cas, en Normandie, la semaine dernière, j'ai une petite entreprise de 5 personnes qui m'a dit « Je travaille pour Siemens Gamesa ». Donc ça, c'est plutôt des signes, en tout cas, qu'on commence à entendre de plus en plus et qui nous vont bien. Je ferme la parenthèse sur le gigantisme. Alors donc oui, effectivement, vous l'avez tous dit dans la conférence précédente et ici aussi, on a tous besoin effectivement d'avoir de la planification, d'avoir de la visibilité, de pouvoir monter en compétences. Il y a juste un truc qui nous, en tant que représentants des entreprises, nous interpelle un petit peu, c'est au-delà de la course au prix le plus bas, et ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas une bonne chose, c'est aussi la course à la puissance unitaire. On voit bien qu'on va vers du 20, 24 mégawatts. J'ai entendu Régis de RTE tout à l'heure qui disait ils ont raison, dans 8 ans, on va faire de l'innovation. J'espère qu'on va y arriver en France, en Europe, parce que si aujourd'hui on devait construire ces éoliennes, très probablement que certains éléments, c'est pas du tout en Europe que ce qui serait produit, mais en Chine. Donc, moi, la question, les choses qu'on se pose, nous, en tant que représentants des entreprises, c'est comment est-ce qu'un nouvel entrant, ça va tellement vite, comment est-ce qu'un nouvel entrant va pouvoir continuer à évoluer, suivre le rythme de toute cette course, entre guillemets, un peu à la puissance, la course à l'échalote. Comment est-ce qu'on peut aussi accompagner nos entreprises à innover? Parce que là, on parle de puissance de plus en plus importante, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels on pourrait travailler, comme de nouveaux designs, d'optimisation de certains équipements,
peut-être qu'on aurait tout à gagner à travailler tous collectivement sur des sujets comme cela, mais avec juste une interrogation, c'est comment est-ce qu'on accompagne l'innovation pour les entreprises. On le voit dans le secteur du nucléaire. Quand on a préparé la réunion, Mathieu me disait « Ah oui, c'est vrai que dans le nucléaire, le PIA et France 2030, étaient des outils qui étaient vraiment bien sollicités, bien ficelés, bien foutus pour justement aider cette filière à avancer. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des outils qui soient plus opérants très vite pour qu'on puisse faire la même chose avec le secteur des EMR. Donc voilà, c'est une question aussi, je pense, qui mérite d'être creusée et que l'on doit collectivement regarder pour, encore une fois, pousser cette filière industrielle. Peut-être un aparté sur la course à l'innovation, ou l'échalote, ça dépend. C'est ce qui a permis de faire baisser les coûts de l'éolien en mer jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand j'ai pris mes fonctions, ça commence à dater maintenant, mais en 2014, on était sur 120, 130 euros du mégawattheure à horizon 2030. On en était là. Donc aujourd'hui, les plus jeunes ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas assez vieux par définition pour connaître ces débats-là. Mais c'est ce qui a permis de fortement baisser les coûts sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La question, je pense aussi, Delphine, mais je pense que je regarde ton voisin de droite, c'est que c'est peut-être le rythme de l'innovation par rapport... Oui. Parce qu'on change de plateforme tous les 2 ans et on n'a pas le temps de la rentabiliser par rapport aux centaines de millions d'euros, ce que disait Vestas ce matin, d'investissement sur la nouvelle plateforme. Donc, et finalement, c'est ces règles d'appel d'offres qui poussent l'industrie à devoir innover. Et à aller toujours très vite sans forcément pouvoir rentabiliser, effectivement, comme tu le disais, les investissements qui ont été faits précédemment. Et puis peut-être aussi, et là je pense notamment à la montée en compétences, ou en tout cas le rythme de production qui va à un moment peut-être aussi nécessiter de plus en plus de personnel. Je ne sais pas, il y aura aussi des contraintes de cet ordre-là probablement. Ouais, ça, c'est pour ça qu'on fait un crédit d'impôt et qu'Olivier doit nous apporter la solution miracle en fin d'année prochaine, normalement, pour pouvoir aligner les gigawatts qui sortent de nos ports. En tout cas, mais je laisserai peut-être les uns les autres parce que je voyais Aurélie aussi qui trépignait un peu pour pouvoir répondre, et Adrien, je vais vous repasser la parole. Peut-être Delphine, important sur l'initiative France Offshore Renouvelable, tu en as parlé au début. Est-ce que tu voulais détailler aussi sur les initiatives au niveau européen, concrètement? Oui, alors on a donc dans le cadre de FOR commencé à prendre attache auprès d'un certain nombre de nos clusters étrangers pour justement essayer d'avoir une vision partagée tous ensemble et pouvoir aussi déjà travailler encore plus ensemble, mais partager également nos valeurs. Il y avait un petit sujet avant que tu ne me reprennes la parole, Mathieu, c'était par rapport aux moyens nautiques. Oui. On en a un tout petit peu évoqué avec Olivier tout à l'heure, mais je pense, et on l'avait vu d'ailleurs avec Frédéric Moncani de Saint-Aignan qui avait fait dans le cadre du Fontenoy, qui avait interpellé la ministre en disant attention, on a peut-être des risques. Je sais que vous travaillez également avec Armateurs de France, tu les as cités tout à l'heure, pour identifier un petit peu les manques que l'on pourrait avoir. L'augmentation et le rythme des appels d'offres et des nouveaux parcs nécessitera des moyens nautiques qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Donc même chose, comment est-ce qu'on va pouvoir inciter les industriels à investir, à anticiper est-ce que voilà, on aura besoin d'outils pour les accompagner sur ces sujets en particulier. Voilà. Merci beaucoup Delphine, c'était extrêmement intéressant. Peut-être ceux qui souhaitent répondre en 1 minute, peut-être on va s'arrêter à 17h30 à peu près. On va faire de Frédéric jusqu'à Adrien. Frédéric, je te laisse rebondir. Oui, peut-être un petit mot sur l'innovation. Comme tu l'as dit Mathieu, le rythme est tous les 2 ans,
c'est une nouvelle machine. Donc, les 6, 7, 8, 11, maintenant la 15 MW dont le prototype a été installé au Danemark par Siemens Gamesa. Donc, c'est un rythme soutenu, on va dire. Heureusement, 300 éoliennes par an, ça permet d'avoir un certain volume pour rentabiliser un investissement, mais c'est quelque chose qui reste rapide. Brider l'innovation, en tous les cas penser que ça va s'arrêter, tous ceux qui l'ont prédit se sont tous trompés, donc je ne vais pas rajouter mon nom à cette liste. Donc l'innovation va continuer, et surtout arrêter l'innovation, c'est prendre le risque que demain nos concurrents chinois continuent et arrivent avec, je dirais, des prix en termes de LCOE beaucoup plus bas, donc il faut continuer l'innovation. On veut également standardiser, donc par exemple sur le flottant, on a annoncé jusqu'à 2030, on a plutôt la volonté de garder la plateforme de 15 MW pour standardiser voilà, sur des parts de marché qui restent plus faibles, c'est-à-dire que même à horizon 2050, on considère que la part du flottant au niveau mondial, ça dépendra après de chaque pays, ne sera pas prépondérant par rapport au posé. Merci beaucoup. Aurélie? C'est à peu près la même réaction. Je pense que la question, le tabou qui est tombé, je crois, c'est de regarder en face, et surtout sur l'automobile, c'est là où le tabou est tombé avec la procédure anti-dumping, c'est de se dire, voilà, les usines sont offertes en Chine, il y a une aide massive sur les produits, et avec les produits importés, il y a un chèque de l'État chinois, voilà, qui vient avec. Et donc, où place-t-on la compétition pour qu'elle soit à la fois bénéfique et à un moment, l'idée n'est pas d'un protectionnisme qui couperait toute stimulation à l'innovation, la compétition et les gains de compétitivité sont essentiels, mais c'est bien justement comment on organise le système pour que face à ces règles du jeu que les autres mettent en place, on puisse avoir des règles du jeu qui à la fois permettent de développer notre industrie, mais également de stimuler innovation, compétitivité qui sont essentielles pour les acteurs. Merci beaucoup. La réciprocité, effectivement. Olivier, avant de passer la parole à Adrien, si tu souhaites rebondir. Non, vas-y. Moi, le seul paramètre qui me vient à l'esprit là, en écoutant tout le monde, c'est même si on a de l'argent, même si on a de la technologie, même si on a tout ça, si on n'a pas le flux, le pipeline, le flow, la demande, voilà, on ne sait pas construire, on ne sait pas faire des systèmes portuaires industriels avec des intermittences trop fortes. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne boucle pas. Il n'y a pas de modèle économique qui soit soutenable. Donc, pour moi, la très bonne nouvelle de ces 2-3 derniers jours, là, c'est quand même d'avoir à un peu plus de 10 ans, là, une visibilité confirmée, quoi. Et ça nous permettra vraiment, je pense, de donner un élan nouveau. Ça va pousser fort, quoi, dans nos ports. Merci Olivier. Adrien, le mot de la fin. Alors, peut-être quelques réactions juste très rapidement à ce qui a été dit. Sur la R&D pour les PME, les ETI, il y a un appel à projet. Je comprends qu'il est peut-être perfectible. En tout cas, on peut en reparler. Mais dans France 2030, on n'a pas oublié la R&D dans les renouvelables, a priori quand même, avec un outil qui s'appelle Démotase. Donc on peut en reparler et peut-être l'améliorer encore une fois. Je voulais peut-être revenir sur le C3IV, puisqu'on a parlé d'aimants, on a parlé de matières premières. Je le redis, le C3IV, donc le crédit d'impôt, il couvre aussi la chaîne complètement amont. Et donc, s'il y a des projets amont, on les aidera dans les mêmes conditions à 25% du CAPEX. Ça, c'est un point vraiment important. Et je voudrais peut-être revenir sur peut-être le point clé, qui est effectivement la question de la levée du tabou sur le Made in France. Simplement pour dire qu'à droit constant, on est preneur de toutes les bonnes idées pour avoir des critères différenciants dans les appels d'offres et donc des critères environnementaux, cyber, ce que vous voudrez, mais je manque d'idées. Donc n'hésitez pas. Et pour changer le cadre, le Net Zero Industry Act sera quelque chose d'intéressant. Il y a un autre texte auquel il faut s'attaquer, soyons clairs, c'est celui des lignes directrices énergie-environnement qui nous disent qu'on doit mettre au minimum 70% de critères prix. Tant qu'on n'a pas bougé celui-là, on pourra optimiser le 30% là, en mettant le meilleur des critères, le meilleur panel de critères hors prix, mais ce 70% n'est pas un tabou pour la France, je pense. Merci beaucoup, Adrien. On peut tous les applaudir. Donc, je vous remercie tous pour votre participation et j'invite les uns et les autres à regagner l'espace exposition. La journée est loin d'être terminée. Merci à tous.